Bonjour à tous, bienvenue pour ce Décideur de la finance consacré au risque de l'investissement par les temps qui courent. Les turbulences mondiales sont nombreuses. On va en parler aujourd'hui avec Philippe Naoum, le patron de B Capital. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, B Capital, on le rappelle, la filiale de BNP Paribas, la filiale qui s'occupe finalement des investisseurs les plus dynamiques, les plus actifs, 4 milliards d'encours, puisque vous êtes issu de la culture des agents de change et des courtiers. Absolument. Nous sommes issus de la fusion d'agents de change qui avait été achetés d'un côté par Paribas, de l'autre par BNP. Et donc, nos clients ont un point commun, c'est qu'ils veulent être accompagnés sur les marchés. Donc, les gens qui veulent ne pas s'occuper de leur argent et tout laisser aux banquiers ne sont pas chez nous. Et ceux aussi qui croient qu'ils peuvent tout faire tout seuls ne sont pas chez nous non plus. D'accord. C'est la position entre le courtier en ligne, le trader en ligne et puis la SICAV du bon père de famille. Absolument. C'est des gens qui pensent avoir des choses à dire et qui pensent qu'on a des choses à dire aussi. La conversation. Turbulence mondiale, on va voir le programme que vous nous avez concocté justement parce que vous faites des points régulièrement avec vos clients pour essayer de leur donner un peu d'informations, les nourrir de vos réflexions. Risques géopolitiques, hausse des matières premières, dette publique et les devises bien sûr avec la tentation du chacun pour soi. Ça c'est les 4 points dont on va parler ensemble. On commence tout de suite avec les risques géopolitiques avec quelque chose d'intéressant. Vous nous dites que les briques c'est has-been. Ce qui va devenir à la mode maintenant, mais il faut peut-être s'en méfier, on va y revenir, sont les civets, c'est ça? Effectivement, en matière financière, on cherche toujours à avoir un coup d'avance et donc les marketeurs des banques l'ont bien compris et donc on propose des concepts. Il y a eu les briques, donc Brésil, Russie, Inde, Chine. Auparavant, il y avait les NPI et maintenant, donc, il y a d'autres concepts, notamment les civets. Alors les civets, qu'est-ce que c'est? On va voir la carte tout de suite. En fait, derrière cet acronyme, on trouve la Turquie, alors dans l'ordre peut-être, la Colombie, l'Indonésie pour faire civet, vous le voyez, Vietnam. Turquie, Égypte, Sud-Afrique, Afrique du Sud et Vietnam. Et vous nous dites, attention, marketing, c'est-à-dire que si on vous vend un produit marqué civet, il y a une raison, c'est pour vous vendre justement le produit, ce n'est pas forcément la bonne stratégie d'investissement. La logique est intéressante, qui est de se demander, après la Chine, dont les cours ont beaucoup monté après l'Inde, quels sont les prochains. Mais l'inconvénient, c'est qu'on groupe des pays qui ont quelques points communs, un potentiel de croissance, mais aussi beaucoup de différentes. Et par exemple, il y a un truc qui est frappant, on trouve l'Égypte. Est-ce qu'on a envie d'acheter de l'Égypte par les temps qui courent? C'est le problème des packages, c'est qu'on vend un concept en cachant un peu, finalement, sans faire attention aux composantes individuelles. Or, à un moment donné, on n'a pas forcément envie d'être en Égypte ou en Turquie. Et le problème, c'est que si un jour il y a des raisons de moins croire à une de ces zones, un fonds qui sera typé sur ces régions sera un peu obligé d'y rester. Donc, effectivement, on préfère faire notre marché vous-même. Avec notre petit panier. Et là, ça plaide pour votre paroisse. Vous dites, là, c'est là où on a un rôle à jouer finalement. C'est de savoir combien de temps on est dans ce pays. Est-ce qu'on prend ce pays ou plus de celui-là, plutôt que d'acheter quelque chose de standard? Absolument. Nous, on dit qu'il faut faire notre marché en fonction des opportunités. Et pour ceux qui ne sont pas chez nous, ce n'est pas grave, mais il faut aller sur des fonds larges sur lesquels il y a une vraie marge de manœuvre du gérant et pas ce qu'on appelle en franglais du benchmarké. Parce que le concept de civet est né de la façon suivante. On s'est rendu compte que ces pays avaient bien performé l'année dernière. Donc on se dit, voilà, on aura des belles performances à présenter à nos clients. On va marquer ça d'un nom qui se retient et qui va faire plaisir aux journalistes. Et on vend des packages. Donc malgré tout, il y a un concept intéressant, vous le dites. Est-ce que sur ces zones, Turquie, Colombie, est-ce qu'il y a des choses à faire? Il y a des choses à faire. Cela dit, il y a aussi des risques, notamment des risques politiques. Nous, aujourd'hui, on a une certaine tendance chez B Capital à chercher s'il y a des pays émergents proches de chez nous, donc avec un potentiel de croissance. Donc vous êtes plutôt sur l'Europe de l'Est, Absolument. C'est ce graphique, on voit. Alors pourquoi? Ça part d'un concept, c'est que en fait, il y a des zones, il y a des locomotives et derrière se mettent des wagons. La locomotive, on l'a compris, c'est l'Allemagne. Absolument. On voit que l'Allemagne est vraiment tirée par la croissance des émergents. Or, l'Allemagne, elle délocalise beaucoup, elle sous-traite beaucoup, mais elle sous-traite à côté, à proximité. aux pays voisins.
Donc l'Europe de l'Est, pour vous, c'est une thématique forte qu'il faut regarder. Deuxième point important, deuxième risque pour cette année 2011, la hausse des matières premières. On est en plein dedans avec la Libye et la hausse du prix du pétrole. Autre graphique intéressant, donc on le découvre, celui des populations en 2010. Alors on sait, les Chinois sont nombreux, on ne sait pas combien exactement, mais plus d'1,3 milliard. Si on rapporte ça, c'est la partie de gauche, on voit les États-Unis quand même, un peu plus petits, qui existent quand même. Et puis la France, 63 millions. En fait, ça donne l'image d'un moustique à côté d'un éléphant. C'est ça le ratio qu'il faut avoir en tête. On n'est pas des moustiques, mais c'est vrai que... En termes de population. Oui. Mais c'est vrai que si on se dit que les Chinois et les Indiens, donc 2,5 milliards de personnes, vont vouloir avoir le même niveau que nous de véhicule qu'une autre, donc vouloir avoir des moyens de se déplacer, vouloir manger pas seulement du riz, mais peut-être des protéines, des huiles, puis un jour de la viande, eh bien forcément ça va faire une tension extrêmement forte sur les matières premières. Est-ce que c'est jouable déjà? Est-ce que c'est possible que les Chinois à terme aient de voitures comme les Américains, de la climatisation partout, mangent de la viande 3 fois par jour? Ça ne sera pas exactement de la même manière. Mais ce qu'on voit, un message d'espoir quand même, c'est de se dire que jusqu'à présent, malgré la forte progression de la population mondiale, eh bien, on n'a pas eu plus de famine et les gens ne mangent pas moins. Donc la machine à produire s'adapte, c'est ça que vous nous dites? La machine à produire s'est adaptée, pas toute seule, pas automatiquement, mais il y a des réserves de productivité. La productivité, pour l'instant, est beaucoup plus faible de l'agriculture dans ces pays-là qu'en Europe, en France, qu'aux États-Unis. Et alors ça donne le graphique suivant, on le voit en termes de consommation du pétrole. On voit la courbe exponentielle en ligne droite, en fait, la Chine multipliée par 2 tous les 10 ans, alors que ça se tasse chez nous, clairement. C'est la partie droite du graphique, où la consommation en millions de barils par jour stagne. Absolument. Le sujet des matières premières aujourd'hui, c'est essentiellement un sujet des émergents. En Europe, aux États-Unis, on stabilise notre progression. En revanche, ces milliards de personnes qui veulent accéder à un meilleur niveau de vie, eh bien, on voit que chaque point de PIB en plus dans ces pays se traduit par l'augmentation de matières premières. Comment on en profite? Alors, parce que c'est ça qui nous intéresse dans cette émission, oui. En tant qu'investisseur, comment je gagne de l'argent sur cet appétit chinois? Faut acheter du pétrole Alors, sur l'alimentaire, qui est le point le plus central finalement, parce que l'or progresse, monte à 1400, c'est bien, mais finalement, ce n'est pas un phénomène majeur au niveau planétaire, ça ne change pas grand-chose. En revanche, que le prix alimentaire augmente, ça crée des troubles, comme on le voit dans les pays Ce qui était l'étincelle finalement des révoltes arabes. Donc nourrir la population, c'est la priorité. Et donc là, il y a des façons de le faire. Il faut sélectionner des meilleures graines, donc acheter Alors un exemple, en France, il y en a des Vigmerins, par exemple. Il faut rendre les terres fertiles, acheter par exemple des chimies, donc des Capuzès qui font de... Capuzès, c'est une société allemande? Absolument. Dans la potasse? Tout à fait, absolument. Et voilà, plus généralement, il faut regarder tout ce qui permet de produire plus sur des terres qui aujourd'hui ont des rendements beaucoup plus faibles que nos terres européennes. Vous aimez bien Bonduelle, je crois aussi. Absolument. Bon, la thématique donc, de l'alimentation, une thématique porteuse. On a les moyens techniques de nourrir cette planète qui grandit et on peut en profiter financièrement. Autre sujet, les dettes publiques. On va voir un nouveau graphique. Dettes publiques, très impressionnant. Les taux d'intérêt à 10 ans, c'est la partie droite du slide. On voit l'explosion finalement de ces taux pour la Grèce, l'Irlande, l'Espagne. Attention, danger. Quand on voit ça, on se dit il y a un problème. Quand on regarde la rémunération des obligations de certains pays, on se dit que si on était sûr qu'il n'y a pas de problème, tout le monde serait dessus. Donc clairement, implicitement, le marché dit il va avoir un problème, à minima un rationnement des dettes. Et alors ça, comment est-ce qu'on fait pour éviter le problème ou en tirer parti? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que jusqu'à présent, les emprunts d'État, c'était ce qui paraissait être le plus sûr, c'était la sécurité absolue. Donc on acceptait de gagner moins sur les emprunts d'État parce qu'on avait la sécurité. Aujourd'hui, dans la mesure où ces emprunts d'État n'offrent pas la meilleure sécurité, eh bien, il faut se demander s'il n'y a pas des placements qui ne sont pas tellement plus risqués et qui offrent une meilleure rentabilité, notamment les obligations corporate, donc émises par les entreprises. Des exemples en tête
il faut suivre le marché primaire d'assez près, mais globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que les taux de défaut diminuent, les entreprises ont rétabli leur situation financière. Donc, quitte à avoir du risque, autant avoir du rendement. Voilà. Alors, il ne faut pas aller chercher des micro-émissions de petites sociétés. Bien sûr. Mais dès lors qu'on a une émission un peu liquide, pas une société qui a un certain renom, et avec un bon différentiel de taux qui fait que le risque est couvert, il faut y aller. Alors, bien sûr, il faut être conscient du fait que quand on est sur des corporates, il y a quand même un risque, donc il faut diversifier. Et puis, un son de cloche qu'on n'entend pas souvent, c'est que vous aimez bien les banques. Les financières, c'est quelque chose que vous regardez, alors avec parcimonie et opportunisme, mais vous n'êtes pas contre. Oui, je ne dirais pas qu'on est fanat des banques, mais clairement, ces problématiques de dette mettent une suspicion très forte sur les banques. Il y a des événements comme les stress tests qui en rajoutent, ouais. La réglementation qui a un choc de plus, donc qui font que les banques doivent avoir plus de fonds propres. Des banques qui ont rassuré avec leurs résultats hein, là, récemment. Oui. Absolument. Donc il y a des sources d'inquiétude sur les banques qui font que les banques, globalement, il y a eu un rebond récent, mais globalement depuis 2008, ont eu un parcours très, très décevant. Et donc là, ça vaut le coup d'être opportuniste, d'être en embuscade, d'être prêt à profiter. Vos banques préférées, à part votre actionnaire? On aime bien notre actionnaire, oui, effectivement. Bon, on aime, globalement, tout le monde aime son actionnaire, mais bon, à part lui. Disons, c'est plutôt en France, c'est plutôt... voilà. Plutôt en France, donc Société Générale, Crédit Agricole, vous aimez bien? Oui, on reste dans des... D'accord. Un mot sur la guerre des devises. Hein. On parle de la guerre des monnaies. On a eu le G20 qui remettait ce sujet sur la table. Et vous dites, attention, le danger, c'est le chacun pour soi. En même temps, on ne voit pas pourquoi ceux qui sont mieux lotis que nous feraient plus d'efforts, finalement. On a du mal à voir le concert des nations avancer vers une solution. Comment est-ce que vous voyez cette guerre des devises ? Dans un premier temps, effectivement, la réaction, c'était de dire sortons de la crise, donc il y a eu une certaine solidarité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on le voit bien. Et une illustration simple, c'est que malgré la crise de la dette et malgré le fait qu'il y ait quelque chose d'un peu bancal dans l'Europe aujourd'hui, à savoir une devise unique, mais pas une politique budgétaire unique, eh bien l'euro reste une devise très forte. Et ça prouve bien finalement que les jeux de marché ne sont pas complètement normaux. Notamment, on souffre du fait que la Réserve fédérale américaine continue à inonder les marchés de dollars et vient de déclarer encore récemment que les taux seraient durablement bas. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'en fait, on a du mal à avoir une lecture logique de ce marché des devises et de ces mouvements de fonds, ou est-ce que finalement, malgré tout, le sens de l'histoire, c'est un affaiblissement du dollar, une réévaluation du yuan, et on peut prendre ces ascenseurs ou ces... il y aura effectivement, il y aura sans doute une appréciation du yuan qui sera progressive. Mais après, c'est des phénomènes durs à jouer. Il y a effectivement une façon simple, plus pour les professionnels, qui est d'emprunter des dollars pas chers, de les placer dans les pays émergents où les taux sont élevés à cause des risques inflationnistes et en plus de profiter de l'appréciation. Mais je dirais pour des investisseurs individuels, c'est un jeu peut-être dangereux Donc comment difficile. On fait alors pour nous, Européens, la question c'est comment nos entreprises françaises vont être positionnées à l'exportation ou même sur les marchés intérieurs face à des concurrents qui sont dans des devises qui sont pas appréciées au bon prix. Notamment, y a-t-il un risque finalement que l'euro trop fort pénalise les entreprises? Et dans cette logique, il faut s'intéresser au ce qu'on appelle le pricing power, donc les capacités qu'ont les entreprises à répercuter vers le client final les hausses de prix. Et certaines entreprises dans le secteur du luxe, dans le secteur... dès qu'on a un très bon produit, une marque très forte et une claire différenciation... Alors des exemples? C'est tout luxe. Après, c'est difficile de citer luxe parce qu'il y a d'autres enjeux aussi. L'actualité est chaude en ce moment sur certaines marques. Mais c'est cher, donc, du coup. Oui. Donc ça peut être le luxe, ça peut être...
Il y a Michelin, où beaucoup de gens citent, qui a une capacité... Michelin fait partie des valeurs. Qui n'est pas exactement dans le luxe, même s'ils font des produits de qualité. Non, mais après, l'autre question, c'est la capacité à proposer un produit clairement différent et clairement compris comme tel. Voilà, bon, c'est clair, hein, beaucoup de dangers, d'écueils finalement, il va falloir slalomer entre ces dangers. Peut-être pour finir en note positive, il y a des choses qui sont... Le paradoxe, c'est qu'on reste très positif. D'abord parce que en toile de fond, on a quand même des publications de résultats qui sont très impressionnantes. Ouais. Et ce qui est intéressant, qui ne sont pas salués par les marchés. C'est-à-dire que si chaque cause de résultat entraînait une hausse, on se dirait c'est dans le cours, mais non, ce n'est pas systématiquement le cas. Il reste des affaires. Voilà. Et puis, on sait très bien que il faut acheter au son du canon, donc et pas de panique sont des bons moments pour renforcer ses positions. Donc il faut être mobile, il faut restructurer le portefeuille, mais surtout pas quitter les marchés. Bon, c'est clair. Merci beaucoup Philippe pour ces explications. À bientôt.